Le comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 17e épisode, le banquier et le procureur. Edmond Dantès, devenu comte de Monte Cristo, a entrepris de se venger de ceux qui, 20 ans plus tôt, ont fait son malheur. Arrivé à Paris, il a déjà rencontré Fernand le Catalan, devenu le comte de Morcerf, époux de Mercédès, ex-fiancé de Dantès. Par son intendant Bertuccio, Monte Cristo a par ailleurs appris que le procureur du roi Villefort avait eu autrefois une liaison, et que de cette liaison, un enfant était né. Cet enfant que ses parents ont cru mort et que Villefort avait enterré hâtivement a été recueilli par Bertuccio, et il se nomme Benedetto. Très vite, Benedetto s'est révélé un être pervers, voué au crime. N'a-t-il pas, avant de disparaître, dépouillé et tué sa mère adoptive? Un sourire, pourtant, éclaire la sombre existence du comte de Monte Cristo. Haïdé. Haïdé, la jeune grecque qui vient de le rejoindre dans son hôtel particulier des Champs-Élysées. Nous sommes le 28 mai 1838. N'est-ce point ici que demeure monsieur le comte de Monte Cristo? C'est ici, mais son excellence n'est pas visible. Voici la carte de mon maître, monsieur le baron Danglars. Vous direz au comte qu'en allant à la chambre des députés, mon maître s'est détourné pour avoir l'honneur de le voir. Je ne parle pas à son excellence. Le valet de chambre fera la commission. Le valet de chambre fera la commission. À la chambre des députés. C'est donc un prince que ce monsieur, qu'il n'y a que son valet de chambre qui ait le droit de lui parler. N'importe. Puisqu'il a un crédit sur moi, il faudra bien que je le voie quand il voudra de l'argent. Votre Excellence me demande? Avez-vous vu les chevaux qui viennent de s'arrêter devant ma porte, monsieur Bertuccio? Certainement, Excellence. Ils sont fort beaux. Je vous avais demandé les 2 plus beaux chevaux de Paris. Comment se fait-il que cela ne soit pas dans mes écuries? Monsieur le comte, ces chevaux n'étaient pas à vendre. Tout est à vendre pour qui sait y mettre le prix. Monsieur Danglars les a payés 16 000 francs. Il fallait en offrir 32. Un banquier ne manque jamais une occasion de doubler son capital. Ce soir, j'ai une visite à rendre. Je veux que ces chevaux soient attelés à ma voiture avec un harnais neuf. À quelle heure son Excellence compte-t-elle faire cette visite? À 5 heures. Il est 2 heures. Je le sais. Allez, monsieur Bertuccio. Ali, vous ferez passer tous les chevaux devant madame, qu'elle choisisse l'attelage qui lui conviendra le mieux et qu'elle me fasse dire si elle veut dîner avec moi. Dans ce cas, on servira chez elle. Votre Excellence, à vos ordres. Monsieur Baptistin, vous êtes à mon service depuis 1 an. C'est le temps d'épreuve que j'impose à mes gens. Vous me convenez. Reste à savoir si je vous conviens. Oh, monsieur le comte. Vous gagnez 1500 francs par an?
Domestique, vous avez vous-même des domestiques qui ont soin de votre linge et de vos effets. Outre vos gages, vous me volez sur les achats que vous faites pour ma toilette à peu près 1500 autres francs par an. Oh, Excellence. Non, je ne m'en plains pas. C'est raisonnable. Cependant, je désire que cela cesse. Vous ne retrouveriez nulle part un poste pareil. Je ne bats jamais mes gens, je ne jure jamais, je ne me mets jamais en colère, je pardonne toujours une erreur, jamais un oubli. Oui. Et je n'avertis jamais mes domestiques qu'une seule fois. Oui, Excellence. Et aussi, chaque année, je place une certaine somme sur la tête de mes gens, ce que je renvoie perdre de cet argent qui profite à ceux qui restent et qui auront droit après ma mort. Voilà 1 an que vous êtes chez moi, oui, Monsieur Baptistin. Votre fortune est commencée. Continuez là. Mes chevaux, Bertuccio. Ils sont à la voiture, Excellence. Bien. Allons les voir. Ils sont beaux. Ils ont coûté cher. Les chevaux en sont-ils moins beaux? Si votre Excellence est satisfaite... Non, attendez, Bertuccio. J'ai besoin d'une terre sur le bord de la mer entre Le Havre et Boulogne. Il faudrait que dans cette acquisition, il y eût un petit port où puisse se tenir ma corvette. Le bâtiment sera toujours prêt à prendre la mer. Vous l'achèterez à votre nom. Aussitôt la propriété achetée, installez des relais de 10 lieues en 10 lieues. Oui, Excellence. Rue de la Chaussée-d'Antin, chez Monsieur le baron Danglars. Monsieur le comte, j'ai reçu une lettre d'avis de la maison Thomson & French. Mais je vous avoue que je n'en ai pas parfaitement compris le sens. Cette lettre ouvre à monsieur le comte de Monte Cristo un crédit illimité sur ma maison. Est-ce que la maison Thomson & French n'est pas sûre? J'ai quelques fonds placés chez elle. Oh, parfaitement sûr, mais en matière de finances, le mot illimité est tellement vague. Qu'il est illimité, n'est-ce pas? Justement, je vais essayer de me faire comprendre en vous priant de fixer vous-même la somme que vous comptez toucher chez moi. Mais monsieur, si j'ai demandé un crédit illimité, c'est que je ne savais pas de quelle somme j'aurais besoin. Oh, monsieur, ne craignez pas de désirer. Et dussiez-vous demander 1 million... Et que ferais-je d'1 million? Je ne serais pas fait ouvrir un crédit pour une pareille somme. J'ai toujours 1 million dans mon portefeuille. Voyez, 2 bons de 500 000 francs payables au porteur sur le trésor. Non, avouez que vous vous défiez de Thomson & French. J'ai prévu le cas. Voici 2 autres lettres, pareilles à celle qui vous est adressée. L'une est de la maison Arestein et Escoles de Vienne, sur monsieur le baron de Rothschild. L'autre est de la maison Baring, de Londres, sur monsieur Lafitte. Oh, monsieur, voilà 3 signatures qui valent 2 millions. 3 crédits illimités sur nos maisons. Ainsi, vous pourrez donc m'envoyer quelque argent. Je suis à vos ordres. Fixons, si vous le voulez bien, une somme générale pour la première année. 6 millions, par exemple. 6 millions, soit. S'il me faut plus, nous mettrons plus. Veuillez pour commencer me faire porter 500 000 francs chez moi, demain, avant midi. L'argent sera chez vous à 10 heures du matin. Or et billets, par moitié, s'il vous plaît. Je croyais avoir des notions exactes sur toutes les belles fortunes de l'Europe, et cependant la vôtre qui me paraît considérable m'était tout à fait inconnue. Elle est récente? Au contraire, de fort vieille date. Oui, c'était une espèce de trésor de famille, auquel il était défendu de toucher, et dont les intérêts accumulés ont triplé le capital. Ah, je vois. Me permettez-vous, monsieur le comte, de vous présenter à madame la baronne Danglars? Un client comme vous fait presque partie de la famille. J'en serais très honoré.
Madame la baronne est-elle chez elle? Oui, monsieur le baron. Et qui est près de madame? Monsieur Debray? Oui, monsieur le baron. C'est bien. Monsieur Debray est un ami à nous, secrétaire intime du ministre de l'Intérieur. Et quant à ma femme, elle a dérogé en m'épousant, car elle appartient à une ancienne famille. C'est une demoiselle de Salvieux, veuve en première noces de monsieur le colonel marquis de Nargonne. Je vous montre le chemin. Je vous suis. J'ai déjà rencontré monsieur Debray chez le vicomte Albert de Morcerf. Ah, vous connaissez le petit vicomte? Madame, permettez-moi de vous présenter monsieur le comte de Monte Cristo. Il vient à Paris avec l'intention d'y rester 1 an et de dépenser 6 millions durant cette année. Cela promet une série de bals, de dîners, dans lesquels j'espère que le comte ne nous oubliera pas plus que nous ne l'oublierons nous-mêmes dans nos petites fêtes. Vous arrivez, monsieur, dans une affreuse saison. Paris est détestable l'été. Il n'y a plus ni bal, ni réunion, ni fête. L'opéra italien est à Londres, l'opéra français est partout, excepté à Paris. Quant au théâtre français, il n'est nulle part. Il reste pour toute distraction quelques malheureuses courses au Champ de Mars et à Satory. Ferez-vous courir, comte? Madame, je ferai tout ce qu'on fait à Paris si j'ai le bonheur de trouver quelqu'un qui me renseigne convenablement sur les habitudes françaises. Vous pouvez compter sur nous, monsieur. Est-ce vrai, monsieur, ce que m'a dit ma camériste? Quoi donc, madame? Qu'au moment où mon cocher a été pour mettre mes chevaux à ma voiture, il ne les a pas trouvés. Mes gris pommelés. Au moment où madame de Villefort m'emprunte ma voiture, voilà les 2 chevaux qui ne se retrouvent plus. Monsieur Danglars aura trouvé à gagner quelques milliers de francs là-dessus, mais il les aura vendus. Oh, la vilaine race, mon Dieu, que celle des spéculateurs. Madame, ces chevaux étaient trop vifs. Ils me faisaient pour vous des peurs horribles. Imaginez-vous qu'on est venu m'en offrir un prix exorbitant. J'ai gagné 16 000 francs dessus. Je vous en donnerai 4 000 et 2 000 à Eugénie. Oh! Mais qu'y a-t-il, monsieur Debray? Mais là, dans la cour, je ne me trompe pas, ce sont vos chevaux, vos gris pommelés, et attelés à la voiture du comte. Est-ce possible? C'est incroyable. Écoutez cela, monsieur. Ce mot que je reçois à l'instant du comte de Monte Cristo. Il vous écrit? Il n'y a pas 2 heures qu'il nous a quittés. Oui, et que ceci vous serve d'exemple et de leçon. On ne fait pas mieux en matière de galanterie. Ne voyez là, madame, qu'une maladresse de mon intendant. Je ne voudrais nullement commencer mes débuts dans le monde parisien en désespérant une jolie femme. Aussi, je vous supplie de reprendre vos chevaux. Et il vous rend vos gris pommelés? Je viens de les voir à l'écurie, avec leur harnais tout neuf. Et sur la rosette qu'ils portent sur l'oreille, le comte a fait coudre un diamant. Parbleu, je commence à comprendre comment il compte dépenser 6 millions par an. Ali, tu es très adroit pour lancer le lasso, n'est-ce pas? Bien. Mais arrêterais-tu dans leur course 2 chevaux? Tu souris. Eh bien, écoute, tout à l'heure, une voiture passera, emportée par 2 chevaux gris, les mêmes que j'avais hier. Dusse-tu te faire écraser, il faut que tu arrêtes cette voiture devant ma porte. Va. Tu n'auras pas longtemps à attendre. Écartez-vous! Écartez-vous! Place! Des chevaux emballés! Oh, la pauvre femme et son enfant! Il ne peut pas les arrêter! Attention, ils vont verser! Ils vont se tuer! Oh, et le cocher qui ne fait rien! Attention! Oh! Regardez! Le nègre! Avec son lasso! Il les a arrêtés! Quel courage! Un nègre! Oh, les voilà sauvés!
Ne craignez plus rien, madame. Vous êtes sauvée. Mon fils. Il est seulement évanoui. Mais il ne lui est arrivé aucun mal. C'est la peur qui l'a mis dans cet état. Tenez, une simple goutte de cet élixir sur les lèvres. Et le voilà qui revient à lui. Oh, merci, monsieur. Mais chez qui suis-je donc? À qui dois-je tant de bonheur? Vous êtes, madame, chez l'homme le plus heureux d'avoir pu vous épargner un chagrin. Tout Paris parlait des magnifiques chevaux de madame Danglars et j'ai eu la folie de vouloir les essayer. Comment? Ces chevaux sont ceux de la baronne? Oui. La connaissez-vous? J'avais acheté hier ces chevaux au baron, mais la baronne a paru tellement les regretter que je les lui ai renvoyés en la priant de les accepter de ma main. Ah. Mais alors vous êtes le comte de Monte Cristo dont Hermine m'a tant parlé hier? Oui, madame. Je suis Héloïse de Villefort. Oh, que monsieur de Villefort vous sera reconnaissant. Il vous devra la vie de sa femme et celle de son fils. Assurément, sans le courage de votre serviteur, ce cher enfant et moi étions tués. J'espère que vous me permettrez de récompenser le dévouement de cet homme. Madame, ne me gâtez pas, Ali. Il est mon esclave et en vous sauvant la vie, il me sert. Et c'est son devoir de me servir. Ne touchez pas à ces flacons, mon jeune ami. Pourquoi? Quelques-unes de ces liqueurs sont dangereuses, même à respirer. Madame, Ali va avoir l'honneur de vous reconduire chez vous. Ah, avec ces chevaux, jamais je n'oserais. Oh, sous la main d'Ali, madame, ils vont devenir doux comme des agneaux. Monsieur, le service signalé que vous avez rendu hier à ma femme et à mon fils me fait un devoir de vous remercier. Je viens donc m'acquitter de ce devoir et vous exprimer toute ma reconnaissance. Monsieur, je suis fort heureux d'avoir pu conserver un fils à sa mère. Et ce bonheur qui m'arrive vous dispensait de remplir un devoir dont l'exécution m'honore sans doute, car je sais que monsieur de Villefort ne prodigue pas la faveur qu'il me fait, mais qui, si précieuse qu'elle soit cependant, ne vaut pas pour moi la satisfaction intérieure. Vous vous occupez de géographie, monsieur. Je vois là des cartes sur cette table. C'est une riche étude pour vous, surtout qui, à ce qu'on m'assure, avez vu autant de pays qu'il y en a de gravés sur cet atlas. J'ai voulu faire sur l'espèce humaine une étude psychologique. J'ai pensé qu'il me serait plus facile de descendre ensuite du tout à la partie que de la partie au tout. Oh, vous philosophez. Parole d'honneur, si comme vous, je n'avais rien à faire, je chercherais une moins triste occupation. Croyez-vous que ce que vous faites vaille la peine de s'appeler quelque chose? Monsieur, vous êtes étranger. Une portion de votre vie s'est écoulée, je crois, dans les pays orientaux. Vous ne savez donc pas combien la justice humaine, expéditive en ces contrées barbares, a chez nous des allures prudentes et compassées. Si fait, monsieur, je sais tout cela, car c'est surtout de la justice de tous les pays que je me suis occupé. C'est la procédure criminelle de toutes les nations que j'ai comparée à la justice naturelle. Et je dois le dire, c'est encore cette loi des peuples primitifs, la loi du talion, que j'ai le plus trouvée selon le cœur de Dieu. Mais dans quel but avez-vous appris cela? Je vois que malgré la réputation qu'on vous a faite d'homme supérieur, vous voyez toute chose au point de vue matériel et vulgaire de la société, commençant à l'homme et finissant à l'homme. Je ne vous comprends pas très bien. Tobie prenait l'ange qui venait de lui rendre la vue pour un jeune homme ordinaire. Les nations prenaient Attila, qui devait les anéantir pour un conquérant comme tous les conquérants. Il a fallu qu'ils révélassent leur mission céleste pour qu'on les reconnût. Il a fallu que l'un dît « Je suis l'ange du Seigneur » et l'autre « Je suis le marteau de Dieu » pour que l'essence divine de tous deux fût révélée. Alors vous vous regardez comme un de ces êtres extraordinaires que vous venez de citer? Pourquoi pas? Vous excuserez mon étonnement. Mais ce n'est point l'usage chez nous, malheureux corrompus de la civilisation, que les gentilshommes possesseurs comme vous d'une fortune immense perdent leur temps à des rêves philosophiques, faits tout au plus pour consoler ceux que le sort a déshérités. Et monsieur, un magistrat ne devrait-il pas être non pas le meilleur applicateur de la loi, non pas le plus rusé interprète des obscurités de la chicane, mais une sonde d'acier pour éprouver les cœurs,
mais une pierre de touche pour essayer l'or dont chaque âme est toujours faite avec plus ou moins d'alliage. Monsieur, vous me confondez. Et je n'ai jamais entendu personne parler comme vous le faites. C'est que vous êtes resté enfermé dans le cercle des conditions générales et que vous n'avez jamais osé vous élever dans les sphères supérieures que Dieu a peuplées d'êtres invisibles et exceptionnels. Ainsi, vous-même... Je suis un de ces êtres exceptionnels, et je crois que jusqu'à ce jour, aucun homme ne s'est trouvé dans une position semblable à la mienne. Je n'ai que 2 adversaires, la distance et le temps. Le troisième et le plus terrible, c'est ma condition d'homme mortel. Celle-là seule peut m'arrêter dans le chemin où je marche, et avant que j'aie atteint le but auquel je tends. Tout le reste, je l'ai calculé. Vous habitez la France, vous êtes donc naturellement soumis aux lois françaises. Je le sais, monsieur, mais quand je dois aller dans un pays, je commence à étudier tous les hommes dont je puisse avoir quelque chose à espérer ou à craindre. Et j'arrive à les connaître aussi bien, sinon mieux, qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Cela amène ce résultat, que le procureur du roi, quel qu'il fût, à qui j'aurais affaire, serait certainement plus embarrassé que moi-même. Ce qui veut dire que, la nature humaine étant faible, tout homme, selon vous, a commis des fautes. Des fautes ou des crimes. Et que vous seul êtes parfait. Non point parfait. Impénétrable. Voilà tout. Monsieur le comte, je vous admire. Si vous êtes réellement fort, réellement supérieur, réellement saint ou impénétrable, ce qui revient à peu près au même, soyez aussi superbe. C'est la loi des dominations. Mais vous avez bien une ambition quelconque. Oui. Comme cela est arrivé à tout homme une fois dans sa vie, j'ai été enlevé par Satan sur la plus haute montagne. Arrivé là, il me montra le monde tout entier et me dit « Enfant des hommes, pour m'adorer, que veux-tu » Je lui répondis « J'ai toujours entendu parler de la Providence, et cependant je ne l'ai jamais vue, ce qui me fait croire qu'elle n'existe pas. Je veux être la Providence, car ce que je sais de plus beau, de plus grand et de plus sublime au monde, c'est de récompenser et de punir. » Mais Satan poussa un soupir. « Tu te trompes. La Providence existe, seulement tu ne la vois pas, parce que fille de Dieu, elle est invisible comme son Père. Tu n'as rien vu qui lui ressemble parce qu'elle procède par des ressorts cachés et marche par des voies obscures. Tout ce que je puis faire pour toi, c'est de te rendre un des agents de cette Providence. » Le marché fut fait. J'y perdrais peut-être mon âme, mais n'importe. Et le marché serait à refaire, que je le ferais encore. Avez-vous des parents? Je suis seul au monde. Pourquoi? Parce que vous auriez pu voir un spectacle propre à briser votre orgueil. Vous ne craignez que la mort. Elle seule peut m'arrêter. Et la vieillesse. Oh, ma mission sera remplie avant que je sois vieux. Et la folie? J'ai manqué de devenir fou. Et vous connaissez l'axiome. Non bis in idem. Il y a encore autre chose à craindre. L'apoplexie. Ce coup de foudre qui vous frappe sans vous détruire, et après lequel, cependant, tout est fini. C'est toujours vous, et pourtant, vous n'êtes plus vous. Venez chez moi, monsieur le comte. Un jour que vous aurez envie de rencontrer un adversaire capable de vous comprendre et avide de vous réfuter, et je vous montrerai mon père, monsieur Noirtier de Villefort, un des plus fougueux jacobins de la Révolution française. La rupture d'un vaisseau sanguin dans un lobe du cerveau l'a brisé. Non pas en un jour, non pas en une heure, mais en une seconde. Oui. D'une seconde à l'autre, le si redoutable monsieur Noirtier est devenu ce pauvre monsieur Noirtier, vieillard, immobile, livré aux volontés de l'être le plus faible de la maison, sa petite fille Valentine, un cadavre muet et glacé qui ne vit sans souffrance que pour donner le temps à la matière d'arriver sans secousse à son entière décomposition. J'irai, monsieur, puisque vous voulez bien m'y engager.
contempler au profit de mon humilité ce terrible spectacle qui doit fort attrister votre maison. Cela serait sans doute. Si Dieu ne m'avait point donné une large compensation. 2 enfants. Valentine. Une fille de mon premier mariage avec mademoiselle de Saint-Méran. Et Édouard, ce fils, à qui vous avez sauvé la vie. Et que concluez-vous de cette compensation? Que mon père, égaré par les passions, a commis quelques-unes de ces fautes qui échappent à la justice humaine, mais qui relèvent de la justice de Dieu, et que Dieu, ne voulant punir qu'une seule personne, n'a frappé que lui. Adieu, monsieur, je vous quitte. En portant de vous un souvenir d'estime qui, je l'espère, pourra vous être agréable lorsque vous me connaîtrez mieux. Car je ne suis point un homme banal tant s'en faut. Vous vous êtes fait d'ailleurs dans Madame de Villefort une amie éternelle. Assez de poison comme cela. Maintenant que mon cœur en est plein, allons chercher l'antidote. Ali, je monte chez madame. Que dans une demi-heure, la voiture soit prête. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 17e épisode, Le banquier et le procureur. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, Pierre Santini. Le groom Louis Amiel. Le domestique Philippe de Rèze. Danglars Alain Mottet. Bertuccio André Weber. Baptistin Jacques Maire. La baronne Danglars Claire Morier. Lucien Debray Gilles Guillot. Le cocher Patrick Paris. Héloïse de Villefort Anne Deleuze. Gérard de Villefort André Oumanski. Et les voix de Yves Ferry, René Breuil, Istar Cherba, Maryse de Goutin, Monique Grégaud. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 18e épisode, Toxicologie. Monte Cristo s'efforce d'éloigner de sa pensée les sombres desseins qui l'agitent. Et pour cela, il rend visite à sa protégée, la belle Haïdée. Nous sommes le 30 mai 1838. Demande à ta maîtresse si elle veut bien me recevoir. Oui, Excellence.
Madame attend son Excellence. Bien. Pourquoi me fais-tu demander la permission d'entrer chez moi? N'es-tu plus mon maître? Ne suis-je plus ton esclave? Haïdé, vous savez que je ne... Pourquoi ne pas me dire tu comme d'habitude? Ai-je commis quelque faute? En ce cas, il faut me punir et non pas me dire vous. Haïdé, tu sais que nous sommes en France. Et par conséquent, tu es libre. Libre de quoi faire? De me quitter. Pourquoi te quitterais-je? Nous allons voir le monde. Si parmi les jeunes gens que tu rencontreras, tu en trouvais un qui te plut... Je n'ai jamais vu d'homme plus beau que toi. Et je n'ai jamais aimé que mon père et toi. Pauvre enfant. C'est que tu n'as guère parlé qu'à ton père et à moi. Qu'ai-je besoin de parler à d'autres? Mon père m'appelait sa joie. Toi, tu m'appelles ton amour. Et tous deux, vous m'appelez votre enfant. Tu te rappelles ton père, Haïdé? Il est dans mes yeux et dans mon cœur. Et moi? Où suis-je? Toi? Tu es partout. Maintenant, tu sais que tu es libre. Tu sortiras quand tu voudras. Il y aura toujours une voiture attelée pour toi. Ali et Myrto t'accompagneront partout et seront à tes ordres. Seulement, une chose, je te prie. Garde le secret sur ta naissance. Ne dis pas un mot de ton passé. Dans aucune occasion ne prononce le nom de ton illustre père, ni celui de ta pauvre mère. Je t'obéirai. Crois-tu que tu t'habitueras ici? Te verrai-je? Oui, tous les jours. Mais j'ai peur que tu t'ennuies. Non, Seigneur. Car le matin, je penserai que tu viendras. Et le soir, je me rappellerai que tu es venu. Et puis, j'ai dans le cœur 3 sentiments avec lesquels on ne s'ennuie jamais. De la tristesse, de l'amour et de la reconnaissance. Tu es une digne fille de l'Épire, Haïdé. Sois tranquille. Je ferai en sorte que ta jeunesse ne soit pas perdue. Car si tu m'aimes comme un père, moi je t'aime comme mon enfant. Tu te trompes, Seigneur. Mon amour pour toi est un autre amour. Mon père est mort et je ne suis pas morte. Tandis que toi, si tu mourais, je mourrais. À ce soir, Haïdé. Nous irons à l'opéra. Puisque mon Seigneur le veut. Oh, merci, 100 fois merci, monsieur le comte, de ne pas avoir oublié votre promesse. Cher monsieur Morel, vous apprendrez vite que je n'oublie jamais mes promesses. Venez. Venez, ma sœur est dans son jardin. Venez. Julie! Tu as un visiteur. Non, sois sans inquiétude, ma sœur. Monsieur le comte n'est que depuis quelques jours à Paris, mais il sait déjà ce que c'est qu'une rentière du Marais. Et s'il ne le sait pas, eh bien tu vas lui apprendre. Oh, monsieur, c'est une trahison de mon frère qui n'a pas, pour sa pauvre sœur, la moindre coquetterie. Mais
Voilà, mademoiselle Julie. Je veux dire, madame Raymond, faites excuse. Pénelon, allez prévenir monsieur Emmanuel de la bonne visite qui nous arrive. Monsieur me permettra bien de m'enfuir une minute. Faites, je vous en prie. Je m'aperçois avec douleur que je fais révolution dans votre famille. Tenez, voyez-vous là-bas, le mari qui enfile sa redingote. Ah, c'est qu'on vous connaît, rue Mellet. Vous étiez annoncé. Vous me paraissez avoir une heureuse famille. Que voulez-vous? Il ne leur manque rien pour être heureux. Ils sont jeunes, ils sont gais, ils s'aiment. Et avec leurs 25 000 livres de rente, ils se figurent posséder la richesse des Rothschild. Monsieur, votre beau-frère est avocat? Médecin? Il était négociant, monsieur le comte. Et il dirigeait la maison de mon père, mort en laissant 500 000 francs de fortune. Alors j'en ai pris la moitié, ma sœur l'autre, et Emmanuel, qui avait épousé ma sœur sans avoir d'autre patrimoine que sa probité, son intelligence et sa réputation sans tache, a voulu posséder autant que sa femme. Il a travaillé jusqu'à ce qu'il eût amassé 250 000 francs. 6 ans ont suffi. Ils ont ensuite fermé la maison et, quittant Marseille, ils sont venus vivre ici, à Paris. Et voilà comment ma sœur et mon beau-frère n'ont que 25 000 francs de rente. Maintenant, si vous le voulez, allons les rejoindre. Madame, pardonnez-moi une émotion qui doit vous étonner. Vous, accoutumé à ce bonheur et à cette paix que je rencontre ici. Mais pour moi, c'est chose aussi nouvelle que la satisfaction sur un visage humain, que je ne me lasse pas de vous regarder, vous et votre mari. Nous sommes heureux, en effet, monsieur le comte. Mais nous avons été longtemps à souffrir. Et peu de gens ont acheté leur bonheur aussi cher que nous. Ah. Oh, c'est toute une histoire de famille. Oui, nous avons souffert de bien vives douleurs, mais Dieu a fait pour nous ce qu'il ne fait que pour ses élus. Il nous a envoyé un de ses anges. Ah, vraiment? Vous regardez nos reliques, monsieur le comte? C'est-à-dire, je me demandais à quoi sert cette bourse ouverte sous ce globe de cristal. Monsieur, cette bourse a touché la main d'un homme par lequel mon père a été sauvé de la mort. Nous de la ruine et notre nom de la honte. Cette lettre fut écrite par lui un jour où mon père avait pris une résolution désespérée. Et ce diamant fut donné en dot à ma sœur par ce généreux inconnu. Inconnu? Tout a été conduit par une main invisible, puissante, comme celle d'un enchanteur. Oh, je n'ai pas encore perdu tout espoir de baiser un jour cette main. Tenez, il y a 4 ans, Pénelon était à Trieste. À Trieste? Oui. Il a vu sur le quai un Anglais. Et il a reconnu celui qui vint chez nous voir mon père, le 5 avril 1829. Et qui m'écrivit ce billet, le 5 juillet suivant. Mais il n'osa pas lui parler. Un Anglais, dites-vous? Oui. Oui, un Anglais qui se présenta chez nous comme mandataire de la maison Thomson & French de Rome. Voilà pourquoi je vous en ai parlé l'autre jour. Cela se passait en 1829. Avez-vous connu cet Anglais? Comment s'appelait-il? Il a seulement signé son billet Simbad le marin. Ah. N'est-ce point un homme de ma taille à peu près? Un peu plus mince peut-être? Emprisonné dans une haute cravate, boutonné, corseté, sanglé. Oh, vous le connaissez donc? J'ai connu un Lord Wilmore qui se met ainsi des traits de générosité, sans se faire connaître car il ne croyait pas à la reconnaissance. Oh, à quoi croit-il donc, le malheureux? Il n'y croyait pas à l'époque où je l'ai connu. Dites-nous ce que vous savez de lui, monsieur. Si c'est Lord Wilmore, votre bienfaiteur, je crains bien que jamais vous ne le retrouviez. Je l'ai quitté il y a 3 ans, à Palerme. Et il partait pour les pays les plus fabuleux.
Je doute qu'il en revienne jamais. Oh, monsieur, vous êtes cruel. Madame, si Lord Wilmore avait vu ce que je viens de voir ici, il aimerait encore la vie, car les larmes que vous versez le raccommoderaient avec le genre humain. Julie, rappelle-toi ce que nous a dit souvent notre père. Ce n'est pas un Anglais qui nous a fait ce bonheur. Ah, votre père disait... Oui. Oui, il voyait dans cette action un miracle. Il croyait à un bienfaiteur sorti de sa tombe. Oh, combien de fois y rêva-t-il en prononçant tout bas un nom d'ami bien cher, un nom d'ami perdu. Alors qu'il fut près de mourir, cette pensée devint une conviction. Ses dernières paroles furent « C'était Edmond Dantès ». Il est tard. Mais, madame, permettez-moi quelquefois de venir vous rendre mes devoirs. J'aime votre maison et je vous suis reconnaissant de votre accueil, car voici la première fois que depuis bien des années, l'oubli s'empare de moi. C'est un homme singulier que ce comte de Monte Cristo. Oui, mais je crois qu'il a un cœur excellent. Et je suis sûr qu'il nous aime. Sa voix m'a été au cœur. Et 2 ou 3 fois, il m'a semblé que je l'entendais. Près du jardin des Villefort. Valentine! Alors n'ayez pas peur, Valentine, c'est moi. Pourquoi êtes-vous venu si tard? Il m'a fallu bien de la diplomatie pour me débarrasser de ma belle-mère qui m'épie, de ma femme de chambre qui m'espionne et de mon jeune frère qui me tourmente. Et quand vous vous serez excusé sur votre retard, vous me direz, monsieur Maximilien Morel, quel est ce nouveau costume? Chère Valentine, j'ai fait choix d'un état. Que voulez-vous dire? Oui. Fatigué d'être un coureur de champs et un escaladeur de murailles, effrayé de l'idée que votre père, monsieur de Villefort, procureur du roi, pourrait me faire juger comme voleur, ce qui compromettrait l'honneur de l'armée française, je me suis fait maraîcher et j'ai adopté le costume de ma profession. Quelle folie! Oh, c'est au contraire la chose la plus sage, je crois, que j'ai faite de ma vie. Car elle nous donne toute sécurité. Expliquez-vous. J'ai été trouver le propriétaire de cet enclos qui touche au jardin de votre maison. Et maintenant, toute cette luzerne m'appartient. Rien ne m'empêche d'y faire bâtir une cabane et de vivre désormais à 20 pas de chez vous. Oh, ma joie et mon bonheur, je ne puis les contenir. Je n'aurai plus rien à craindre. Je suis ici chez moi, je puis mettre des échelles contre mon mur, regarder par-dessus et vous dire que je vous aime. Hélas, notre bonheur nous fera tenter Dieu et l'imprudence nous perdra. Pouvez-vous dire cela, mon ami? À moi qui, depuis que je vous connais, vous prouve chaque jour que j'ai subordonné mes pensées et ma vie à votre vie et à vos pensées. Vous m'avez dit que vous étiez fiancé à M. Franz d'Épinay, que votre père avait décidé cette alliance. Eh bien, je suis resté dans l'ombre, attendant tous des événements, de la providence, de Dieu. Et vous m'aimez. Et voilà ce qui vous enhardit, Maximilien. Voilà ce qui me fait à la fois une vie douce et malheureuse, au point que je me demande souvent lequel vaut mieux pour moi. Chagrin que me causait autrefois la rigueur de ma belle-mère et sa préférence aveugle pour son enfant, ou le bonheur plein de danger que je goûte en vous voyant. Du danger? Mais non! Avez-vous jamais vu un esclave plus soumis que moi? Vous m'avez permis de vous adresser la parole, mais vous m'avez défendu de vous suivre. Eh bien, j'ai obéi. Et depuis que j'ai trouvé le moyen de me glisser dans cet enclos, de causer avec vous à travers cette palissade,
d'être si près de vous sans vous voir. Ai-je jamais demandé à toucher le bas de votre robe? Ai-je jamais fait un pas pour franchir le mur? C'est vrai. Vous m'avez promis l'amitié d'un frère. À moi qui n'ai pas d'amis. À moi que mon père oublie, que ma belle-mère persécute. Et qui n'est pour consolation qu'un vieillard immobile et muet, dont l'œil seul peut me parler, et dont le cœur bat sans doute pour moi d'un reste de chaleur. Oh, Maximilien, je suis bien malheureuse. Et vous avez raison de m'aimer pour moi, et non pour vous. Quand je pense à vous, mon cœur déborde. Oh, Maximilien. Franz d'Épinay sera absent 1 an encore, dit-on. En 1 an, mais que de chances favorables peuvent nous servir. Espérons donc toujours. C'est si doux d'espérer. Oui. Mais en échange de mon obéissance, de ma retenue, que m'avez-vous accordé? Oh, Valentine, si je me sentais aimé comme vous êtes sûre que je vous aime, 100 fois déjà j'eusse passé la main entre ces 2 planches et serré la main du pauvre Maximilien en lui disant: à vous seul, Maximilien, dans ce monde et dans l'autre. Vous avez raison. Mais je suis une pauvre créature perdue dans une maison presque étrangère. Mon père m'abandonne avec indifférence et ma belle-mère me hait avec un acharnement d'autant plus terrible qu'il est voilé par un éternel sourire. Valentine, mais comment peut-on vous haïr? Hélas, je suis forcée d'avouer que cette haine vient d'un sentiment presque naturel. Elle adore son fils, mon frère Édouard. Comme elle n'a pas de fortune de son côté, que moi je suis déjà riche du fait de ma mère et que cette fortune sera encore plus que doublée par celle de mes grands-parents, monsieur et madame de Saint-Méran, je crois qu'elle est envieuse. Oh mon Dieu, si je pouvais lui donner la moitié de cette fortune et me retrouver chez monsieur de Villefort comme une fille dans la maison de son père, je le ferais à l'instant même. Oh, pauvre Valentine. Chut, sauvez-vous, on vient. Ah. Mademoiselle. Mademoiselle. Je suis ici. Madame de Villefort vous appelle, mademoiselle. Il y a une visite au salon. Et qui nous fait cette visite? Un grand seigneur, un prince à ce qu'on dit. Monsieur le comte de Monte Cristo. J'y vais. Tiens, comment le comte connaît-il monsieur de Villefort? Mon mari dîne chez monsieur le chancelier et il regrettera, je suis sûre, monsieur le comte, d'avoir été privé du bonheur de vous voir. Édouard, que fait donc ta sœur Valentine? Vous avez une fille, madame? Mais ce doit être une enfant. C'est la fille de monsieur de Villefort. Une fille d'un premier mariage, une grande et belle personne. Mais mélancolique. Silence, Édouard. Ce jeune étourdi a presque raison. Mademoiselle de Villefort est d'un caractère triste et d'une humeur taciturne qui nuit souvent à l'effet de sa beauté. Ah, la voici. Ah. Mademoiselle de Villefort, ma belle-fille. Et monsieur le comte de Monte Cristo, roi de la Chine, empereur de la Cochinchine. Édouard! Non, laissez, madame. Mais est-ce que je n'ai pas déjà eu l'honneur de vous voir quelque part, madame? Et vous aussi, mademoiselle? Oh, c'est peu probable. Il me semble que ce souvenir est inséparable d'un beau soleil et d'une espèce de fête religieuse. Mademoiselle tenait des fleurs à la main, l'enfant courait après un paon dans un jardin, et vous, madame, vous vous teniez sous une treille en berceau. Est-ce que ces choses ne vous rappellent rien? Non, en vérité. Monsieur le comte nous a peut-être vus en Italie? En Italie?
Oui. Madame et moi, nous y allâmes, il y a 2 ans. Voilà, c'est à Pérouse, le jour de la Fête-Dieu, dans les jardins de l'hôtellerie de la Poste. La journée avait été brûlante. Vous attendiez des chevaux qui n'arrivaient pas. Mademoiselle s'éloigna dans les profondeurs du jardin et votre fils disparut à la poursuite de l'oiseau. Je l'ai attrapé et je lui ai arraché 3 plumes de la queue. Ne vous souvient-il plus, madame, d'avoir causé assez longtemps avec quelqu'un? Oui, avec un médecin, je crois. C'était moi. J'avais guéri mon valet de la fièvre et mon hôte de la jaunisse, de sorte que l'on me regardait comme un grand docteur. Nous causâmes longtemps, madame, de choses différentes. De Raphaël, des costumes, et aussi de ce poison, l'aquatophane. Ah oui, c'est vrai, je me le rappelle. Ah, je me souviens également que vous m'avez consulté sur la santé de mademoiselle de Villefort. Mais vous étiez bien médecin, puisque vous avez guéri des malades. Enfin, disons que mes malades ont guéri. Et j'admets avoir assez étudié la chimie et les sciences naturelles, mais en amateur seulement. Valentine, voilà 6 heures. N'allez-vous pas voir si votre grand-père est prêt à dîner? En effet. J'y vais, madame. Vous savez, comte, dans quel état lamentable est le père de mon mari? Oui, monsieur de Villefort m'en a parlé. Oh, mais pardon, monsieur, je vous ai interrompu au moment où vous me disiez que vous étiez un habile chimiste. Oh, habile. Non, je disais que j'ai étudié la chimie parce que, décidé à vivre particulièrement en Orient, j'ai voulu suivre l'exemple du roi Mithridate. Celui qui déjeunait tous les matins avec une tasse de poison à la crème. Édouard, vous êtes insupportable. Laissez-nous et allez rejoindre votre sœur Valentine chez bon papa Noirtier. Oui. Tenez, emmenez cet album. Ainsi, c'est donc vrai? Et les précautions du roi Mithridate peuvent être efficaces? J'en ai usé moi-même pour ne pas être empoisonné dans 3 occasions, où sans cette précaution, j'aurais pu y laisser la vie. Bien entendu, on n'est prémuni que contre le poison auquel on s'est habitué. Et comment vous êtes-vous habitué? Oh, c'est facile. Supposez que vous sachiez d'avance de quel poison on doit user contre vous. Supposez que ce soit la brucine, par exemple. La brucine se tire de la fausse angostura, je crois. Ah. Madame, recevez mes compliments. De pareilles connaissances sont rares chez les femmes. Oh, j'ai la plus violente passion pour les sciences qui parlent à l'imagination, comme une poésie. Ce que vous dites m'intéresse au plus haut point. Eh bien, supposez que ce soit de la brucine et que vous en preniez 1 milligramme le premier jour, 2 milligrammes le second. Au bout de 10 jours, vous aurez 1 centigramme. Au bout de 20 jours, 2 centigrammes, c'est-à-dire une dose que vous supporterez sans inconvénient et qui serait déjà fort dangereuse pour une autre personne. Enfin, au bout d'1 mois, en buvant de l'eau dans la même carafe, vous tuerez la personne qui aura bu cette eau en même temps que vous, sans vous apercevoir autrement que par un simple malaise qu'il y ait eu une substance vénéneuse quelconque mêlée au liquide. Et vous ne connaissez pas d'autres poisons? Non, je n'en connais pas. Mais cet élixir que vous avez fait prendre à mon fils le jour de l'accident et qu'il a si rapidement rappelé à la vie. Oh, ne vous y fiez pas, madame. Une goutte de cet élixir a suffi pour rappeler à la vie cet enfant, mais 3 gouttes eussent poussé le sang à ses poumons de manière à lui donner des battements de cœur. 6 lui eussent coupé la respiration et causé une syncope grave. 10, enfin, l'eussent foudroyé. Rappelez-vous, madame, comme je l'ai écarté vivement de ces flacons auxquels il avait l'imprudence de toucher. C'est donc un poison terrible que votre élixir? Le mot poison n'existe pas, puisqu'on se sert en médecine des poisons les plus violents qui deviennent par la façon dont ils sont administrés des remèdes salutaires. Cet élixir est une savante préparation de mon ami l'abbé Adelmonte. Ça doit être un excellent antispasmodique. Souverain. Je suis nerveuse et prompte à m'évanouir. J'aurais bien besoin d'un docteur Adelmonte pour m'inventer des moyens de respirer librement et me tranquilliser de la crainte que j'éprouve de mourir un jour suffoquée.
Votre élixir est un secret, sans doute, et je ne suis pas assez indiscrète pour vous le demander. Mais moi, madame, je suis assez galant pour vous l'offrir. Je vous ferai tenir la recette dès demain. Oh, merci, monsieur. Seulement, rappelez-vous ceci. À petite dose, c'est un remède. À forte dose, c'est un poison. Une goutte rend la vie. Une dizaine d'entre elles tuent infailliblement, et d'une façon d'autant plus terrible qu'étendue dans un verre de vin, elles n'en changeraient aucunement le goût. Mais je m'arrête, madame. J'aurais presque l'air de vous conseiller. Si j'avais l'honneur de vous voir pour la 3e ou 4e fois, monsieur le comte, au lieu de vous voir pour la seconde, si de surcroît j'avais l'honneur d'être votre ami, au lieu d'avoir tout bonnement le bonheur d'être votre obligé, j'assisterais pour vous retenir à dîner. Et je ne me laisserai pas battre par un premier refus. 1000 grâces, madame, mais j'ai un engagement auquel je ne puis manquer. J'ai promis de conduire au spectacle une princesse grecque de mes amis qui n'a pas encore vu le grand opéra et qui compte sur moi pour l'y mener. Allez, monsieur. Mais n'oubliez pas ma recette. Comment donc, madame? Il faudrait pour cela oublier l'heure de conversation que je viens de passer avec vous. Ce qui est tout à fait impossible. Allons. Voilà une bonne terre. Je suis convaincu que le grain qu'on y laisse tomber n'y avorte pas. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 18e épisode, Toxicologie. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, Pierre Santini. Haïdé, Catherine Vichniakov. La femme de chambre, Frédéric Cantrell. Maximilien Morel, Pierre Arditi. Julie Morel, Marianne Épin. Pénelon, René Morard. Emmanuel Raymond, Luc Ponette. Valentine de Villefort, Marie-Hélène Breillat. Héloïse de Villefort, Anne Deleuze. Édouard, Martine Régnier. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.